selon certaines études, un travailleur sur 4 a été et ou sera victime d'un burn-out. C'est devenu une vraie maladie de société. Favaretto, vous aussi, vous avez vécu Absolument. un burn-out en entreprise. Vous avez entendu la description qui en est faite, c'est ça. Et est-ce que vous avez pu identifier les causes, vous, de ce qui vous arrivait? Alors, écoutez, les causes sont multiples. Tout d'abord, on pense qu'on est une superwoman dans son travail, on se donne à fond, on essaie de toujours faire plus, de prouver plus, d'aller plus loin, d'aller plus haut, jusqu'à ce que le phénomène inverse se produise. On arrive à un moment donné à un état où on perd prise par rapport à des choses qui ont un rapport avec la vie privée. Et à ce moment-là, c'est fini. C'est le déclic et on entre dans le burn-out. Et c'est encore, selon vous, une maladie considérée comme honteuse ou imaginaire ou que sais-je? Honteuse peut-être pas, imaginaire dans le chef de certains cadres. Ouais. Je parle à ce moment-là du top management. Effectivement, oui, malheureusement. Parce qu'on a trop souvent tendance à justement faire un amalgame entre la dépression prise au sens strict du terme, dépression dans la vie privée, et le burn-out de type professionnel. Ouais. Et c'est justement là que la barrière est assez floue et qu'il y aurait un manque à gagner. Alors, on l'a dit, le nombre de burn-out, il est en explosion, si je puis dire. Dans la plupart des cas, c'est quand même lié au boulot, mais c'est pas reconnu comme maladie professionnelle, Philippe Courard. Pourquoi pas? Non, donc en fait c'est reconnu par l'INAMI, donc bien entendu, mais pas comme maladie professionnelle parce qu'il y a difficulté à se mettre d'accord sur ce qu'est le burn-out, sachant que le burn-out il est lié au travail bien entendu, Oui. mais il peut être causé par d'autres causes que par celles évidemment du travail. Et donc dans ce cadre-là, il y a des difficultés. C'est pour ça que j'ai demandé moi que le Fonds de maladies professionnelles fasse un projet pilote pour mettre en place un comité d'accompagnement pour pouvoir traiter des cas spécifiques et pour mieux se rendre compte, parce que je crois qu'on ne peut plus passer à côté de cela. On doit vraiment faire modifier les règles et donc ce travail-là, il est en cours. Alors, modifier quelles règles? Il faut modifier les règles, il faut en tout cas ne pas imaginer que le burn-out n'est pas dû à la prestation d'une activité professionnelle. Et donc je crois qu'il y a une prévention primaire qui est travaillée à travers les textes du gouvernement, Monica de Koning bien entendu, pour essayer d'éviter, mais aussi la prévention secondaire, et ça c'est ma responsabilité au sein du Fonds des maladies professionnelles, et cette prévention secondaire, elle permet de prendre en charge immédiatement les personnes qui le connaissent pour s'en sortir le mieux et le plus vite possible et leur permettre de réintégrer le boulot. Je voudrais peut-être rappeler que ce qui est important, c'est que les moyens qu'on consacre à cela, ce ne sont pas des dépenses mais des investissements, et c'est rentable pour la société, bien entendu, pour la personne qui sera soignée, bien sûr, mais aussi pour le patron, d'où j'appelle vraiment à plus d'attention à la matière. Est-ce que les patrons réagissent comme ça, Olivier Willox? Est-ce qu'ils se disent qu'ils vont investir de l'argent là dans la prévention, que ce sera vraiment un investissement? Alors la question ne se pose pas tout à fait en ces termes-là parce que c'est plutôt la question de l'observation au quotidien. En discutant, je pense que c'est vraiment un réflexe qu'on doit acquérir, c'est d'observer. Qu'est-ce qui se passe dans un burn-out? C'est toujours des gens performants au départ. C'est toujours des gens qui sont super impliqués. C'est d'autant plus embêtant pour les entreprises. Et donc c'est pour ça que ça n'est bon pour personne, ni pour la personne. On va mettre les choses dans leur rapport d'importance, d'abord pour la personne et puis pour l'entreprise. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, cette personne n'arrive plus du tout et est plus du tout capable. Donc, par exemple, signe d'observation, va parler toujours de ses problèmes et plus du tout que ses réalisations. Elle va être focalisée sur ce qui ne va pas et la faute est souvent mise aux autres, mais il n'y a plus du tout de productivité. Et en ça, le ministre a totalement raison, c'est qu'effectivement, c'est bon pour personne. Donc la question, c'est à un moment donné, comment est-ce qu'on aborde ces questions-là, tant au sein de l'entreprise qu'avec la personne, parce que parfois, on a des choses en disant à quelqu'un, ça n'a pas l'air d'aller, toi. Et du coup, ça devient une forme de harcèlement. Ça ne doit pas le devenir. Donc, il faut faire attention à trouver l'équilibre des fonctions. Concrètement, aujourd'hui, il y a peu d'entreprises qui ont investi dans la prévention. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de déni. Il y a une forme de déni. Si vous dites au ministre Van Engel, à l'époque, en disant, ça n'a pas l'air d'aller, toi, il aurait été automatiquement, non, mais non, ça va très bien, j'ai jamais été aussi en grande forme. Et donc, vous avez, en tant qu'employeur, vous êtes assez démunis. Alors, vous pouvez le voir, mais comment est-ce que vous communiquez avec la personne sans
l'humilier, le rabaisser pour lui dire que ça ne va pas. C'est très très compliqué pour les employeurs. C'est aussi compliqué pour les victimes qui sont auto-victimes en fait. C'est pour ça qu'il faut des hommes de confiance à travers l'entreprise, des personnes qui gèrent la prévention pour qu'il y ait un dialogue possible. Et quand on fait une analyse, une évaluation des risques psychiques, on voit qu'il y a parfois des problèmes et on peut les régler. Il faut Et souvent, on ne le fait pas. Oui, mais vous semblez dire qu'effectivement tout ça est mis en place, que ça fonctionne. Vous, Véronique Favarato, vous avez été soutenue dans votre entreprise? Alors, effectivement, j'ai eu la chance d'être soutenue financièrement. Dans le cadre du coaching que j'ai pu suivre durant 1 an et demi après le burn-out. Et avant ça, est-ce qu'il y avait un service de prévention, par exemple, auquel vous auriez pu vous adresser? Non. Quelqu'un à qui vous auriez pu parler? Malheureusement, non. Et c'est justement... C'est là qu'est le débat avec messieurs les ministres, évidemment aussi. Je crois que l'essentiel résiderait dans une meilleure prévention. Alors, qu'est-ce qu'on entend par prévention? On entend évidemment la mise en place de budgets qui pourraient permettre d'amener des auditeurs qui seraient à même d'interroger les employés afin de savoir quel est l'état d'esprit, qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise, comment ça va, comment allez-vous, donc prendre la température. Il faudrait des gens extérieurs à l'entreprise. Absolument, c'est important. Je crois que si on prend justement, et ça c'est un exemple très pertinent, des cas d'enquête, parce que ça c'est très fréquent dans toutes les entreprises, dans la mienne comme dans d'autres, où chaque année on prend le pouls de la société afin de savoir comment l'employé se trouve dans sa situation. On est très étonné de voir des résultats anormalement positifs. Pourquoi? Les gens ont peur. On a besoin d'aide. D'aide sous quelle forme? Nous avons des aides au niveau médical, nous avons également des aides au niveau coaching. J'ai personnellement eu une personne extraordinaire qui est Fatima Azdimed, qui est directrice de Mosaïque Coaching, une école donc de coaching, qui m'a aidée à trouver les outils essentiels pour savoir dire non, stop. Je pense à moi, je me recentre sur moi avant d'accéder aux demandes d'autrui.